Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de notre sujet du jour. Je suis ravi d'être là pour décortiquer ça avec vous, avec notre experte du jour. Salut Aya. Oui, je suis ravie d'être là aussi. On a un sujet passionnant aujourd'hui. Ouais, un sujet qui en fait nous concerne presque tous, même si on n'y pense jamais. Imaginez le truc. On vient de livrer une maison flambant neuve à des propriétaires. Tout semble parfaitement d'aplomb, l'architecture est superbe, et là, un soir, un grand claque sourd résonne depuis la cuisine. Ah oui, le genre de bruit qui donne des sueurs froides, quoi. C'est clair. Et le lendemain matin, bim, qu'une fissure en escalier balafre le mur du salon. Et la porte d'entrée refuse catégoriquement de se fermer. En fait, la maison ne fait pas que se tasser. Elle est littéralement écartelée par une force invisible souterraine. Exactement, et c'est là qu'on entre dans ce champ de bataille souvent ignoré mais absolument fascinant, les fondations. Voilà, le héros discret mais fondamental de tout bâtiment. Aujourd'hui, notre mission, c'est de décoder ce monde souterrain. On a compilé des sources vraiment pointues, on a des guides immobiliers comme Zimo, des documents gouvernementaux du CEREMA, des fiches d'ingénierie de Novintech et même une affaire de jurisprudence de la Cour de cassation. Ouais, un beau cocktail d'ingénierie et de droit. Parce que, en croisant toutes ces données, on réalise vite que les fondations, c'est bien plus qu'un simple bloc de béton en fait. C'est vraiment l'interface complexe entre notre structure humaine qui est ultra rigide et une planète vivante qui, elle, ne cesse de bouger. Et c'est ça qui est dingue, dès que le sol est vivant. Mais avant même de comprendre la science du sol, je veux qu'on parle des dégâts. Parce que le bâtiment lui-même envoie des signaux de détresse. Dans le guide de Zimo, il y a 11 signaux d'alerte spécifiques. On a vraiment l'impression que la maison tente de communiquer sa douleur, quoi. Tout à fait. La maison parle. Alors, imaginez un peu le tableau. Une maison toute neuve. On vient tout juste de vous remettre les clés. Tout est impeccable. Et puis, une nuit, vous entendez un crac, un bruit sec, profond, qui vient des murs. Ce son, ce n'est pas anodin. C'est le premier signe que votre maison est en train de se battre contre une force complètement invisible. Une force qui vient de se réveiller juste sous vos pieds. Cette phrase, elle résume absolument tout. Non, la maison n'est pas juste en train de travailler, comme on dit parfois, elle est bel et bien en train de se faire écarteler. Pour comprendre ce qui se passe, on va décortiquer ensemble les rapports d'experts et les normes de construction. Vous allez voir, c'est assez révélateur. Mais bon, avant de pointer du doigt un coupable, il faut d'abord se comporter un peu comme un médecin. On doit écouter le patient. Et croyez-moi, une maison qui souffre, elle n'est jamais vraiment silencieuse. Elle nous envoie des signaux très clairs pour nous dire que quelque chose ne va pas. On entre donc dans la phase de diagnostic. C'est crucial d'apprendre à lire les symptômes parce que toutes les fissures ne se ressemblent pas, vraiment pas. Certaines sont juste esthétiques, alors que d'autres sont le signal d'une véritable urgence. Et voilà le point essentiel. Une petite micro-fissure sur l'enduit, bon, c'est souvent l'équivalent d'une simple ride, le vieillissement normal du bâtiment. Par contre, une fissure en zigzag, vous savez, celle qui suit les joints des parpaings comme si elle descendait un escalier, alors là, c'est un énorme drapeau rouge. Ça veut dire qu'un pan de mur entier est en train de s'affaisser. C'est la signature même du problème. Et à l'intérieur, les indices sont partout. Une porte qui coince subitement, c'est que son cadre n'est plus droit. Le détail qui fait vraiment peur, cet espace qui apparaît entre le plan de travail de la cuisine et le mur. Ce n'est pas le meuble qui a reculé, non, c'est le mur qui s'écarte. Et puis il y a ces nail pops, ces petites têtes de vis qui sortent du placo. Ce sont les témoins silencieux d'une structure qui se tord juste derrière. Et puis, il y a ce test tout simple que tout le monde peut faire, le test de la bille. Vous en posez une par terre. Si à chaque fois elle roule vers le même endroit, généralement vers le centre de la pièce, c'est la preuve que votre sol s'est affaissé, qu'il a pris la forme d'une cuvette. Tous ces signes, mis bout à bout, confirment le diagnostic. La maison a un sérieux problème de squelette. Alors, bien sûr, on pourrait se contenter de reboucher les fissures. Mais ce serait comme mettre un pansement sur une hémorragie, totalement inutile. Pour soigner le problème à la racine, il faut trouver la cause. Et cette cause, dans la grande majorité des cas, elle se cache juste là, sous la maison, dans la terre. Le nom de ce coupable, c'est le retrait-gonflement des argiles. Il ne faut pas imaginer le sol argileux comme quelque chose de stable, d'inerte. Pas du tout. C'est une matière vivante, une sorte d'éponge géante. L'argile, c'est comme des milliards de petits feuillets superposés, un peu comme les pages d'un livre qui aurait pris l'humidité. Et c'est là que tout se joue. Ce phénomène crée un cycle infernal, un véritable effet yo-yo saison après saison.
Quand il pleut, le sol se gorge d'eau, il gonfle et il soulève la maison. Puis la sécheresse arrive, l'eau s'évapore, le sol se rétracte, il se craquelle, un vide se crée alors juste sous les fondations, et là, la maison, qui n'est plus soutenue, s'affaisse brutalement sous son propre poids. Et ce qui donne le vertige, c'est l'ampleur du phénomène. On ne parle pas de quelques cas isolés ici et là. Non, près de la moitié du territoire français est classé en zone à risque moyen ou fort. C'est tellement répandu que c'est la cause numéro 1 des sinistres graves pour les maisons individuelles. C'est un peu le tueur en série de l'immobilier, si vous voulez. Et il y a même un complice inattendu, le grand et bel arbre planté juste à côté de la maison. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le danger ne vient pas de ses racines qui casseraient les fondations. C'est beaucoup plus subtil. En été, l'arbre agit comme une paille géante qui va pomper des centaines de litres d'eau du sol chaque jour. Il crée ainsi une poche de sécheresse extrême juste sous un coin de la maison. Le sol se rétracte alors violemment à cet endroit précis et ça crée un déséquilibre qui va littéralement cisailler la structure. Face à un sol aussi instable, il a bien fallu trouver des solutions. C'est un peu la partie vaccin de notre histoire. Comment peut-on immuniser les nouvelles constructions contre cette maladie du sol ? La réponse principale, elle tient en 2 mots, le béton armé. C'est une alliance de génie. D'un côté, on a le béton, qui est ultra résistant quand on l'écrase, mais qui casse net si on l'étire. De l'autre, on a l'acier, qui lui est super souple et résiste incroyablement bien à l'étirement. En noyant des barres d'acier dans le béton, on combine le meilleur des deux et on obtient un squelette à la fois rigide et solide, capable d'encaisser toutes les contraintes. Et aujourd'hui, ce principe, ce n'est plus une simple option, c'est encadré par la loi. La loi Elan de 2020 notamment a mis fin à la construction à l'aveugle. Maintenant, dans les zones à risque, une étude de sol géotechnique est obligatoire. D'abord une étude G1 pour voir s'il y a un risque, et si oui, une G2 pour dire précisément aux ingénieurs comment ils doivent concevoir les fondations pour que ça tienne. Bon, tout ça c'est très bien pour les maisons neuves, mais quid des maisons qui sont déjà construites, quand le mal est fait ? Là, on ne parle plus de vaccins, on parle de chirurgie lourde. Ce sont de vraies opérations à cœur ouvert pour essayer de sauver la structure. Et sur ce sujet, vouloir faire des économies, ça peut coûter très très cher. Un cas de justice tout récent le montre bien. Un promoteur reçoit un avertissement écrit lui disant de faire cette fameuse étude G2. Il ignore, la maison fissure, les propriétaires se retournent contre les artisans. Logique. Sauf que le tribunal a tranché. En ignorant délibérément le risque, c'est le promoteur qui a commis la faute et les constructeurs ont été exonérés. La facture, au final, a été pour lui. Concrètement, il existe 2 grandes techniques de réparation. La plus légère, c'est l'injection de résine. C'est un peu le botox des fondations. On injecte un produit qui va gonfler et redensifier le sol juste sous la maison. Si c'est plus sérieux, on passe à la chirurgie osseuse, les micropieux. Là, on va carrément chercher le sol dur, la roche, parfois très profondément, pour y planter des piliers qui vont supporter tout le poids de la maison. Et puis, il y a l'opération de la dernière chance, la reprise en sous-œuvre. En gros, on reconstruit des fondations toutes neuves sous une maison qui existe déjà. C'est extrêmement lourd et extrêmement cher. Ce chiffre, il parle de lui-même. Il montre bien qu'une étude de sol à quelques milliers d'euros, ce n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour sa maison. Finalement, tout ça nous apprend quelque chose d'essentiel. Construire une maison, ce n'est pas juste poser des briques sur un terrain. C'est un peu comme construire un bateau. Et il faut comprendre que ce bateau, il ne flotte pas sur une mer calme, mais sur un océan de terre qui n'arrête pas de bouger. Ça change complètement la perspective, non ? Parce qu'avec le changement climatique, les sécheresses de plus en plus intenses et les pluies torrentielles, cet effet yo-yo va devenir encore plus brutal. Ce qui nous amène à une dernière question. Et si demain, ce qui déterminait la vraie valeur d'une maison, ce n'était plus sa vue sur un parc ou son exposition, mais tout simplement la qualité du sol invisible qui se trouve juste en dessous ? C'est une pensée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.